Bonsoir à vous tous. Je pense que vous êtes déjà assez nombreux. On va commencer, même si des gens vont se joindre à nous. Je veux vous dire d'abord que je suis très heureuse de cette occasion de rencontre entre Martine Delvaux et Claudia La Rochelle. C'est un livre qui m'est cher, qu'on a publié il y a quelques années et qu'on republie maintenant en livre de poche, qu'on ressort en livre de poche. Et je me souviens très bien que quand ça avait été le lancement de ce livre-là à la magnifique librairie Zone Libre en 2017, c'est moi qui avais fait l'entretien avec Martine et c'était très chouette, pas parce que je faisais bien l'entretien, je crois que Claudia le fera beaucoup mieux que moi d'ailleurs, mais il y avait les enfants qui étaient là, qui étaient des adolescentes, c'était des adolescentes, il y avait beaucoup d'adolescentes. Élie, la fille de Martine, était là. C'était vraiment un très beau moment, je me souviens, puis dans la foule et tout ça. Et puis, il y avait mon fils aussi qui maintenant a eu l'impudence de me dépasser de deux têtes, mais à l'époque, ils étaient encore pas jeunes, mais ils ont grandi depuis, ils ont bien grandi, je pense. Donc, ça me fait plaisir qu'on puisse reparler de ce livre que Claudia La Rochelle, que vous connaissez peut-être ou sûrement d'ailleurs, qui est chroniqueuse, écrivaine surtout, qui est animatrice, va s'entretenir avec Martine Delvaux, donc qui a écrit le livre, qui est romancière aussi, qui enseigne, mais qui est donc là pour parler de ce livre. Et je vais juste dire que ce livre va sortir en France bientôt. On est très heureuse de ça, dans une nouvelle maison d'édition féministe là-bas, dans une maison qui s'appelle Les Avrils. Donc, les choses continuent pour ce livre-là et continuent tellement que Martine est en train d'écrire une sorte de suite de laquelle j'ai lu les premières pages et qui s'annonce vraiment magnifique. C'est le mot que je voudrais dire. Donc, je vais vous laisser la parole, mesdames, puis à vous toutes, à vous tous, merci d'être là à cette rencontre. Merci. Merci beaucoup, Olga. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour m'entretenir avec Martine parce que, bon, d'abord, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à cette rencontre-là. C'est une rencontre qui est ouverte, donc ça, c'est génial. Moi, la dernière fois que j'ai essayé de m'inscrire à une rencontre dans laquelle Martine donnait une conférence, j'ai pas pu. C'était plein, c'était complet. J'étais fâchée. J'ai dit, je vais dire que je vais faire un super article avec elle. Après, je vais dire que je suis journaliste. Je vais insister là-dessus. Je voulais avoir des passe-droits. Je ne sais pas. Comment on fait? Et finalement, je n'ai jamais pu. Personne ne m'aurait écrit. Je me suis mise sur une liste d'attente comme plusieurs autres. Alors là, on a un privilège parce qu'elle est avec nous. Et vous allez pouvoir lui poser des questions à la fin de cette rencontre. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle je suis honorée de faire cet entretien-là avec Martine. Puis l'autre raison, c'est parce que ce livre-là, Le monde est à toi, est un livre qui m'a personnellement beaucoup marqué, qui m'accompagne depuis la naissance de ma fille. Après ça, il y a eu la naissance de mon fils. C'est pas que pour les parents, là, je tiens à le dire, mais c'est surtout un roman qui nous accompagne quand on est dans la transmission. Je pense que chaque être humain est à un moment donné dans sa vie, dans cette espèce de transmission, dans ce souci d'éduquer l'autre, d'être dans ce rapport à l'autre, dans ce message d'amour, une sorte de guide aussi. Puis ça, ben, ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est pour ça que ce livre-là existe. Alors, c'est un livre qui interroge le rapport mère-fille féministe, la manière aussi dont on entre dans cette transmission-là avec nos enfants quand on est féministe, comment on repense le féminisme aujourd'hui, comment on pense aussi cet amour pour notre enfant. Dans ce cas-ci, c'est envers une fille, mais je pense qu'on peut vraiment y aller aussi plus largement que ça. C'est pour ça que ce livre-là a quelque chose d'intime, mais l'intime qui surpasse, qui va au-delà de ça, qui devient comme universel. Et Martine, merci d'avoir accepté. Merci d'être là. Est-ce que, Martine, tu penses que tu écrirais la même chose aujourd'hui, ou presque, si c'était à refaire? Ah là là. Bon, je vais commencer par te remercier, toi,
d'être là, d'avoir accepté de faire ça avec moi. Et merci d'avoir porté ce livre, parce que je pense que tu as beaucoup porté ce livre depuis sa naissance, pour le dire comme ça. Donc, je t'en dois beaucoup. Quand les livres existent, c'est parce qu'ils sont portés et relayés par d'autres. Et tu es une de ces passeuses très importantes pour le monde des tatouages. Est-ce que je le réécrirais? Tu sais, c'est bizarre, je l'ai relu là aujourd'hui parce que je voulais le relire pour ce soir et je ne l'avais pas relu en fait depuis un bon moment quand même. Et j'ai cette malheureuse habitude d'oublier les livres que j'écris. C'est-à-dire que je les relis et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a faits. J'ai vraiment peu de souvenirs de ce que j'ai mis dans un livre et j'ai encore moins de souvenirs de ma manière de le faire. Donc, il y a vraiment comme une sorte de passage à vide ou de passage à blanc d'un livre à un autre. Et je le relisais un peu comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Donc, c'est difficile de répondre à ta question parce que sûrement que je ferai un autre livre, mais je reste fidèle à tout ce qui est dans ce livre-là. C'est-à-dire que je le lisais et je me disais, oui, c'est exactement ce que je pense encore aujourd'hui, c'est ce que je crois, ce en quoi je crois en tant que mère féministe, pour le résumer comme ça. Il n'y a rien là-dedans que je désavouerais. Je ne le ferais pas. La forme du livre serait sans doute autre. Je m'y serais prise autrement. Je pense qu'en le relisant, je voyais à quel point j'avais oublié en fait tous les passages qui concernent Ellie à proprement parler, les descriptions d'elle, ce qu'elle fait, l'espèce de fil rouge du livre qui est un petit peu la vie. Au quotidien, notre vie à toutes les deux. Et j'avais un peu oublié ça. J'étais restée plus avec la dimension essai et tout ce qui relève du propos, si on veut, sur la maternité féministe. Donc, je ne sais pas quel genre de livre je ferai aujourd'hui. Le livre qui s'en vient est quand même assez différent. Donc, voilà, je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais en même temps, c'est justement ça qui est tellement puissant dans ce livre-là et qui m'avait beaucoup bouleversée, beaucoup touchée. C'est ce maillage, ce mélange justement entre le côté plus essai puis la vie, le quotidien avec cet enfant-là qu'on voit grandir, à travers laquelle... Des fois, on se reconnaît, parfois, on connaît des choses qu'on ne veut pas voir. Bon, il y a plusieurs affaires qui englobent cette transmission-là, puis ce rapport à la mère-fille, puis la maternité, tout ça. Et je me disais, 4 ans ont passé depuis la première parution. 4 ans, on dirait 3 siècles. Parce qu'il y a eu MeToo. Il y a eu #moi aussi. Il y a eu l'affaire Harvey Weinstein qui a été assez fondamentale. Je dirais qu'il a lancé vraiment tout un mouvement international fort important qui a changé beaucoup de choses. Puis on en ressent encore les effets aujourd'hui. Dans tout, puis pas juste dans le milieu du féminisme. C'est pas parce que même là, aujourd'hui, on voit, je lisais les journaux, puis on était dans les relations toxiques dans un milieu de travail avec un mode une manière d'être dans le patronat qui est toxique. Je pense qu'on est allé même au-delà du féminisme là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc, 4 ans, 3 siècles, on dirait, entre les deux. C'est pour ça que je posais cette question-là, en fait. Vraiment pour dire, parce que quand même, c'est fou comme il y a des choses qui ont changé. Est-ce que ce genre de situation-là, de changements sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui te rassure sur l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne encore plus d'inspiration pour écrire? C'est une bonne question. Ça donne matière à écriture, c'est sûr. Puis je ne sais pas si je vois les choses comme espoir ou désespoir, tu sais, optimisme ou pessimisme, je ne sais pas. Je pense qu'on avance dans le temps puis on compose avec ce que le temps met devant nous. Ces événements-là, ces mouvements de société sont majeurs. Puis bon, dans la mesure où il s'agit à chaque fois de mettre sur la place publique la violence qui est faite à une portion de la population en particulier et d'une certaine façon, donc en ce qui concerne la violence sexuelle faite aux femmes, c'est forcément extrêmement important que ça se passe. Et c'est vrai que si j'avais écrit ce livre-là, donc disons, j'essaie de reprendre le fil de ta question d'avant, si Ellie avait 14 ans aujourd'hui, est-ce que j'écrirais le même livre? Étant donné MeToo, je sais, si elle avait 14 ans aujourd'hui, après MeToo, peut-être que j'écrirais les choses autrement. Peut-être qu'il y aurait que la dimension de
de la violence sexuelle, voire des relations toxiques, comme tu dis, peut-être que ça aurait pris une plus grande place. C'est assez pudique dans mon livre, cette partie-là, mais elle avait 14 ans, donc 14 ans, c'est encore petit. Si j'écrivais ce livre-là aujourd'hui, alors qu'elle a 18 ans, peut-être que ce serait différent. Parce que ce que je remarque, évidemment, bon, je pense que quand on a des ados, on les voit entre 14 et 18, il y a vraiment beaucoup de temps qui s'écoule. Et elles ont appris, et ils ont appris ce mouvement-là, ils l'ont intégré. L'autre jour, c'est une blague, là, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai posé en étant dans la cuisine, c'est vraiment une anecdote. Là, et j'ai posé une question à Ellie, puis elle m'a dit, en blaguant, non. Puis là, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi c'est toujours non. Puis sa réponse a été, il y a beaucoup de garçons qui se posent cette question-là aussi. Donc, mais ce genre de blagues, évidemment, qu'on fait aujourd'hui, on ne les faisait pas quand elle avait 14 ans. Et c'est le symptôme de tout ce qui percole dans notre vie quotidienne, qui relève de ce discours ambiant sur la violence sexuelle. Tout ce qu'on entend ce qu'on a entendu au cours des dernières semaines, puis bon, qu'on continue à entendre, et malheureusement que ça va continuer, autour de la génération woke, ben c'est ces jeunes-là qui ont grandi post-MeToo. Qui grandissent depuis un certain temps, évidemment, mais qui ont attrapé ce mouvement-là, qui ont attrapé cette vague-là, qui ont appris des choses. Et ce qu'on voit par exemple, sur Instagram, bon, moi, je suis quand même assez vieille, donc mon Instagram est limité, mais Ellie me fait voir des choses. Donc, en janvier, j'ai quand même eu accès à cette vague MeToo, qui est peut-être la 3e ici, qui a été une vague de dénonciation parmi les filles de sa génération, donc des filles de 18 ans à peu près, même un peu plus jeunes. Et là, je lisais les témoignages, puis j'en ai lu quand même beaucoup là, que j'ai pu voir sur l'écran. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'elles vivent des choses que nous, on a vécues ou que nos mères ont vécues. Bon, donc, ça avance et ça avance pas tant que ça. Mais elles le disent très tôt. Et elles le disent très clairement et elles le disent ensemble. Donc, il y a vite un recours à la collectivité, un recours aux outils que les féministes ont installés. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Elles ne restent pas seules avec ça, en tout cas, certaines d'entre elles. Hein? Oui, mais c'est déjà ça. Oui. Elles peuvent avoir une prise de parole. Elles peuvent. Ouais. Donc, nous, j'ai l'impression, puis je m'inclus là-dedans parce que j'en ai été victime et j'ai pas su quoi faire avec ça. Ouais. Puis je pense que, bon, on le voit dans le livre que tu as aussi publié, je n'en ai jamais parlé à personne. Toutes ces femmes-là qui se sont tues, qui ont grandi, vieilli avec ces secrets-là, qui ont fini par les empoisonner, les avaler, au fil des années. C'est des horreurs après des horreurs. Et là, aujourd'hui, elles ont... Puis juste le fait que ta fille, Martine, puis qu'elle ait pu dire à un moment donné, par rapport au non, là, non, maintenant, on peut dire non. Il y a cette prise de parole. Oui. Comme, wow! Mais ça, c'est un grand changement, tu sais. Oui, absolument. Et même les dialogues avec les amis garçons, par exemple. Les discussions qu'on peut avoir autour de la table et vraiment prendre le taureau par les cornes, là. Prendre ce problème-là puis le décortiquer et qu'il soit capable de dire « mais je ne comprends pas tout à fait comment on fait », puis « oui, mais si », puis qu'on soit là et qu'on dise « oui, mais », puis qu'on en parle et que ce ne soit pas de l'ordre de la confrontation de la dispute, mais de l'ordre du décortiquage d'une situation pour arriver à s'expliquer puis à se comprendre dans cette affaire-là. Donc ça, c'est singulier, en tout cas dans ma vie à moi. Je n'ai pas vu ça avant. Je le vois grâce à elle. Non, puis en plus, c'est intéressant ce que tu es en train de dire là, que tu n'as pas vu ça avant, parce que tu as quand même enseigné à des générations d'étudiantes, je ne veux pas dire à plusieurs générations. Bon, quand même, hein, ça commence à s'accumuler, là. Mais c'est parce que tu as vu, tu as enseigné, tu as transmis ton savoir, tes connaissances, tu as discuté. Moi, j'ai été une de tes étudiantes. Alors, moi, j'étais très âgée. Toi, tu étais quand même très jeune. Hein? Je tiens à le mettre encore plus. Merci. Mais parce que pour avoir été une de tes étudiantes, Martine, dans un cours qui s'appelle Théorie féministe à l'UQAM, j'ai vu ces discussions-là, j'ai vu les rapports que tu créais avec ces étudiantes. Donc, tu étais assez sensible, humaine et clairvoyante pour être à même de voir un peu comment ça se passe
une cohorte après l'autre de jeunes femmes dans ce qu'elles ont à vivre, et puis surtout quand elles écrivent en plus. Alors, quand tu es une directrice de maîtrise et que tu les suis en plus, tu as accès à leurs mots, à leur intimité, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais je pense que dans le milieu universitaire, dans le cadre d'une salle de classe, bon, c'était possible. Ce que j'apprends ou ce que je découvre, c'est dans l'espace privé. Parce qu'au fond, tu sais, des fois, je me dis, ce discours-là est peut-être même plus facile à tenir dans un contexte scolaire, comme dans une classe d'université où il y a des théories, il y a des outils. On est un peu à distance. C'est un peu moins bouleversant ou un peu moins confrontant. Mais quand ça se passe dans l'espace privé et que c'est avec un jeune couple ou des amis très proches, et là, tout d'un coup, ça devient d'une grande délicatesse. Et ça se passe autrement. Et ça, je ne l'avais pas vécu encore. Ça, c'est quand même un grand cadeau que cette génération-là me fait ou nous fait, là, de nous amener à parler comme ça de sujets qui sont aussi délicats. Bon, là, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est quoi cet animal qui est derrière toi et qui se promène? Ça, c'est mon chien. Attends, il n'arrête pas de grogner depuis tantôt. Viens ici, gars. Il y a eu une tonte lion, il y a son espèce non, oui, il y avait ça, c'est parce qu'il y a eu un problème de santé. Voilà, c'est Cigare. Il me demande de s'occuper, de m'occuper de lui. Bon, c'est ça, hein, les zooms à la maison, c'est aussi la faune. Oui. Il y a un chat aussi qui devrait éventuellement venir nous déranger. La faune domestique, mais on a l'impression de mieux te connaître en ayant accès à ton intimité. On aime ça, c'est bien. Ça, quand même, ça va me manquer quand il n'y aura plus de Zoom. Oui, c'est vrai. Proximité avec l'autre. Très simplement, Martine, dis-nous pourquoi tu as écrit à un moment donné ce livre-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de l'écriture? C'est la faute d'Olga et Florence, là. C'est quand même elles qui m'ont lancé là-dessus. Mais bon, elles m'ont lancé l'invitation. Elles m'ont dit, est-ce que ça ne te tenterait pas d'écrire un livre sur la transmission féministe? Bon, à leur décharge, ou en tout cas, ce qui m'appartient à moi, c'est que quelques temps avant, Blanc dehors avait été mis en nomination pour le gouverneur général. Et dans le contexte de ces nominations, Radio-Canada nous avait demandé à tous les finalistes d'écrire un texte sur, je pense que c'était sur l'enfance ou sur l'affiliation, enfin, un truc comme ça. Et j'ai écrit un texte sur Éléonore, sur Élie. Et c'est le début du Monde est à toi. C'est la description que je fais d'elle quand elle part pour l'école. Bon. Et ces premières pages-là, ça faisait... En fait, je n'avais pas écrit sur elle depuis la fin de sa première année parce que, comme je le dis dans Le Monde est à toi, je m'interdisais d'écrire sur elle. Je ne voulais pas faire d'elle un personnage de roman. Je ne voulais pas l'attirer dans la littérature. Et cette fois, je l'ai fait. Et elle m'en a donné la permission. Elle a lu le texte avant que je l'envoie à Radio-Canada pour qu'ils le publient sur leur site. Et quand elle l'a lu, elle s'est mise à pleurer. Et ça m'a complètement prise de court parce que, bon, elle avait 14 ans, elle était un peu, pas tough, mais bon, elle ne montrait pas nécessairement cette fragilité-là. Et c'est ce que j'ai mis aussi dans le livre. Elle m'a dit, mais c'est la première fois qu'on écrit quelque chose comme ça sur moi. Et cette phrase-là, j'ai trouvé merveilleuse parce que qui d'autre que sa mère, qui est écrivaine, écrirait sur elle. Mais c'est déjà une manière de me mettre à distance. Puis au fond, Le Monde est à toi a à voir avec ça. C'est que cette invitation d'Olga et Florence disant « Veux-tu écrire sur la transmission féministe ?» m'a amené à penser, mais la transmission, l'amour maternel ou cet amour-là féministe pour ma fille a à voir avec la distance, a à voir avec accepter qu'il y a de la distance. Et donc voilà, donc ça a toujours tourné autour de ça. Un espace fait d'espacement. C'est qu'il y a tout le temps que ça respire. Et au fil des années, est-ce qu'on t'a parlé beaucoup de ce livre-là ou c'est un livre qui est resté un peu plus dans l'ombre par rapport à d'autres qui ont peut-être été un peu plus coup de poing dans ton parcours? Mm-hmm. Moi, je dis ça parce que quand je me souviens un peu, je pense que c'est avant, ben oui, c'était avant, j'ai eu ma fille en 2013, on s'était parlé, puis je t'avais dit, écoute, je vais mettre au monde une fille. Je ne sais pas, ça m'embête parce que je ne veux pas rater. Je lui dis quoi? Je fais comment? Je ne veux pas échouer. Je veux vraiment la mettre dans la meilleure des postures de femme, d'humaine finalement. Puis j'en avais parlé de cette crainte que j'avais puis qui continue même de m'habiter. Alors, est-ce que ce livre-là, quand il est né, quand il est apparu, donc en 2017,
même encore aujourd'hui. On a-t-il des échos de lectrices, lecteurs envers lesquels ce livre-là est venu un peu au secours de quelque chose, ou répondre à des questions du moins? Oui. Je ne sais pas s'il est venu au secours, mais j'en ai eu beaucoup d'échos. On m'en parle souvent et c'est drôle parce qu'il y a des livres, tu sais comment c'est, il y a des livres qui sont plus laborieux à écrire, qui prennent plus de temps, qui sont compliqués, qui nous torturent un peu. Celui que le gars mentionnait au début, donc la suite du Monde est à toi, a été beaucoup plus dur à écrire que Le Monde est à toi, que j'ai écrit un peu comme... Je ne sais pas comment dire, il s'est fait, puis il s'est fait tout seul. C'est vraiment, il s'est fait tout seul, puis il est comme dans cette joie-là. Puis son existence, la vie qu'il a menée, ce livre-là, est de la même façon c'est un peu étonnant. Mais il y a des gens qui m'ont découverte à partir de ce livre-là. Il y a des gens pour qui c'est un livre qui les a vraiment marqués et qui les a amenés à m'écrire pour m'inviter à faire d'autres choses, d'autres projets. Si j'ai écrit un scénario de film, c'est parce que le producteur en question a entre autres, beaucoup aimé Le Monde est à toi. Donc, c'est un livre qui a toute une vie, qui est une vie différente des autres livres, justement. Ce n'est pas l'essai féministe, ce n'est pas les romans. Il y a une vie à lui tout seul parce qu'il y a une autre lumière, je pense, dans ce livre-là. Il est porté par autre chose, je crois. Oui. Oui, le monde est à lui. Tu sais, c'est comme il y a un monde à lui, ce livre-là. Il est porté par quelque chose qui est à part, moi, je trouve, en tout cas, dans tout ce que tu as fait paraître jusqu'à maintenant. Oui, je pense que oui. Je disais au début que c'était pas qu'un livre sur la maternité, certainement pas. Je le vois comme aussi, et peut-être surtout même, comme une ode à la transmission, à ce que les grandes apprennent ou lèguent aux petites, aux petits aussi. Je pense qu'il doit y avoir aussi une écoute de part et d'autre. Je trouve que tu te mets vraiment très sur le même pied d'égalité qu'elle. Souvent, il y a des phrases très fortes où tu mets ça clairement. Il n'y a pas d'être supérieur. Il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas de hiérarchie entre la mère et la fille. Et donc, je parle de cette écoute qu'il doit y avoir de part et d'autre pour avancer. Ça aussi, cette écoute-là, c'est quelque chose d'important à cultiver. Est-ce que parfois, moi, je le vois, j'ai écrit un peu là-dessus, je le fais toujours avec des pincettes, avec beaucoup de nuances, mais est-ce que tu vois ce fossé générationnel parfois entre les différents groupes de féministes? Comment on les remplit, ces fossés-là? Comment on se tend la main pour consolider ces forces-là? Oui, c'est une question importante. Je pense que c'est particulièrement sensible là, avec ce qui s'est passé les dernières semaines, avec tout ce qu'on a dit sur la liberté académique, la liberté d'enseignement, la liberté d'expression. Il y a comme deux choses. Moi, quand j'ai écrit Le Monde est à toi, je pense que j'essayais de dire, pas qu'il n'y avait pas de parents, pas qu'il n'y avait pas un parent puis un enfant, puis que ce rapport-là, ben, il faut que le parent puisse guider, il faut aussi que le parent puisse prendre des décisions. C'est aussi la job du parent que de faire ça. Mais qu'il y a une inversion qui s'opère, qu'il faut être à l'écoute de l'enfant. Si on n'est pas à l'écoute de l'enfant, il y a comme le fossé s'agrandit. Et j'ai fait une entrevue avec Élie, c'est un podcast en fait qui va être diffusé par la Maison de la littérature, si je me souviens bien. Puis ça tournait autour de la langue, puis ça a été à partir du Monde est à toi. Elles avaient lu Le Monde est à toi, puis elles nous ont comme posé des questions là-dessus, puis on a eu une conversation, Élie et moi. Et Élie, à un moment donné, a dit ouais, on a grandi ensemble. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a grandi ensemble. Ce n'est pas elle qui a grandi sous mon autorité, c'est qu'on a grandi ensemble, mère et fille. Et c'est ça que j'essayais de dire dans Le Monde est à toi. Et donc, par rapport au féminisme, aux différentes perspectives du féminisme, si on veut, mais plus largement, je pense aux différentes générations qui adhèrent à différentes positions politiques ou à différents... J'aime pas le mot valeurs, mais faute de mieux, mettons, à différentes valeurs. J'ai l'impression que ce que moi j'ai essayé de dire pendant ces dernières semaines, puis ce que je continuerai toujours à dire, c'est que si on les écoute pas, on est dans le champ. Si on n'essaye pas d'entendre ce qu'ils nous disent, si on n'est pas sensible à ce qui les mobilise eux et elles, à ce qui compte pour eux et elles, si on n'arrive pas à essayer d'attraper leur vision du monde, ce qu'ils veulent eux et elles faire du monde
qui va être à eux, qui est à eux. Moi, j'ai 52 ans, c'est pas moi qui vais le fabriquer, ce monde-là, plus que, je veux dire, mon temps à moi est plus limité. Je pense qu'on rate le train, puis moi, je veux pas rater le train. Moi, je veux être dans le train avec les jeunes. Et là, ça dépasse le féminisme, hein, ça dépasse vraiment ça, parce que les questions qui sont posées en ce moment, moi, tout ce que j'ai vu sur ces grands drames à l'intérieur des salles de classe, puis j'avais envie de hurler, là, parce que, bon, moi, j'enseigne depuis 25 ans, des drames comme ça, j'en ai jamais connu. Je suis convaincue qu'il y a moyen de discuter, de négocier avec nos étudiants. Moi, je ne crois pas à ça. Pour moi, c'est comme c'est une tempête dans un verre d'eau, là. Mais ce que ça sème, c'est que ça sème une sorte de méfiance entre les grands et les petits, pour le caricaturer comme ça, entre les profs et les étudiants, bon, entre ceux qui sont censés transmettre le savoir et ceux qui le reçoivent, alors que dans les faits, profs et étudiants doivent grandir ensemble. C'est tout. On peut pas. Moi, j'ai commencé, j'avais 27 ans, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vieilli, eux ont toujours le même âge. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à m'éloigner ou est-ce que je reste avec eux? Mais moi, je reste avec eux. Je n'ai pas envie, moi, de... Donc, je me dis, quand j'aurai 80 ans, ce sera pareil. Je vais quand même être avec eux. Et de rester avec eux, parfois, est-ce que tu as l'impression de te piler sur le cœur en restant avec eux, coûte que coûte? Est-ce que, justement, le prix parfois payé dans coûte que coûte, c'est de... Des fois, il doit y avoir de ces moments où tu sens que, ah non, ça, tu es plus dans tes retranchements à toi, là. Oui, je pense qu'il y a toujours un peu de ça. C'est toujours, même quand on est parent tout court, hein, ou quand on vit avec quelqu'un de plus jeune qu'on amène dans le monde, si on veut, qu'on soit parent ou pas parent, c'est confrontant. Puis on le sait, quand on est dans la maternité ou la paternité, il n'y a rien de plus confrontant qu'un enfant. Si on se permet d'être confronté, on peut aussi dire non, puis fermer la discussion, puis c'est tout, puis il n'y en aura pas de confrontation, on est dans la défense. Mais du moment qu'on n'est pas dans la défense, c'est confrontant. Et l'enfant, mais l'étudiant, c'est pareil. Hein? Il voit tout, ils entendent tout, et ils peuvent tout de suite cibler le truc. Ils ont une grande sensibilité. Donc, si on leur interdit ça, on rate un peu quelque chose, mais ils ont des choses à nous dire. Mais il faut être capable de les entendre. Donc, c'est sûr que c'est confrontant. Puis moi, je suis comme tout le monde. Là. Il y a des moments où ça fait mal. On n'a pas vraiment envie de se faire dire ces 4 vérités. Là. On est humain. Je ne sais, c'est pas facile. Mais bon, est-ce que c'est pas plus important, ça, que d'être dans la défense? Oui, c'est une belle manière de voir ça, je trouve, Martine. Puis ça m'éclaire sur certaines choses. D'ailleurs, en relisant Le Monde à toi, je me suis dit qu'il y avait aussi l'amour qui comptait. Puis ça a l'air, j'ai l'air de dire ça, puis c'est un mot qui peut me sembler parfois, bon, j'ai peut-être, des fois je me disais, si j'aborde la question de l'amour, est-ce que je vais avoir l'air d'une fille qui pèle des nuages, dans quelque chose de très abstrait? Mais c'est vrai, parce que tu le dis, puis tu insistes là-dessus, puis j'ai trouvé ça beau, et parfois, je pense qu'il y a une partie de la solution qui va passer par là. Tu dis qu'on ne peut pas penser le féminisme sans penser l'amour. Et ça, c'est important, cette dimension-là, dans Le Monde est à toi. Oui, puis je pense que c'est important dans tout mon travail, dans le prochain livre aussi, c'est au cœur du truc. Puis comme toi, je me dis tout le temps, mais je ne suis pas fleur bleue, je ne suis pas en train d'écrire un truc naïf. Enfin, donc, comment parler d'amour? Puis au fond, je n'ai pas trouvé encore, hein, mais je pense que la question, c'est comment on parle d'amour politique. Je relisais Ouria Boutelja qui parle d'amour révolutionnaire. Je cherche des femmes, les féministes ont beaucoup travaillé la question de l'amour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans. Alberoni, même dans des livres beaucoup plus populaires, mais qui compare l'amour au mouvement révolutionnaire. Donc, il y a quelque chose d'important dans ce discours sur l'amour. Puis moi, je n'ai pas eu envie de me priver de ça. C'est-à-dire qu'il y avait comme 2 choses. La féministe en moi voulait réfléchir à l'amour féministe, puis la mère, ou la grande amoureuse de sa fille, voulait pouvoir dire « je l'aime ». Je l'aime, puis c'est pas mineur, c'est pas un détail, c'est pas un sujet qu'on peut juste te dire bah oui, t'aimes ta fille, bon, so what, tu sais. Non, c'est majeur l'amour qu'on a pour un autre être humain, puis qui plus est, quand cet humain-là, on le connaît depuis sa naissance. Il y a quelque chose là d'extrêmement fort. Puis je voulais mettre le paquet, je voulais y aller jusqu'au bout par rapport à cette affaire-là. Comment, tu parles de cet amour-là qui est très fort et qui est même incommensurable aussi, puis je me suis souvent demandé, surtout ces derniers mois,
tu étais souvent la cible, hein, vraiment, je ne sais pas comment tu fais, ça, je me posais la question, comment Martine Delvaux fait pour supporter cette haine souvent qui vient à toi par les réseaux sociaux notamment. Je ne sais pas ailleurs si on te confronte sur la rue, ou je ne sais pas. Ça arrive. Mais je me dis, c'est horrible, je veux dire, je ne sais pas. Moi, je trouve très, très dur de t'imaginer comme une cible comme ça. Je ne sais pas comment tu vis ça. Mais j'imagine que c'est très confrontant, très difficile. Et comment on protège notre fille de ça aussi? Parce que tu ne la mets pas nécessairement tellement publique, mais tout de même, c'est ta fille, elle est là, elle est avec toi, vous êtes ensemble. Comment tu la protèges là-dedans contre cette haine-là, puisque tu l'élèves dans l'amour? Oui, tout à fait. Je pense que moi, je garde toujours le cap là-dessus. C'est par rapport à ma ligne à moi, mettons, en excluant un peu Élie de ça. Ma ligne, c'est ça. Ma ligne, c'est l'amour. Fait qu'ils peuvent m'attaquer tant qu'ils veulent. Puis des fois, je les envoie promener. Hein. Je veux dire, je ne suis pas non plus une sainte. Là. Des fois, je les envoie carrément promener parce que je les trouve infects puis j'en peux plus. Et c'est pas facile de se faire harponner sur la rue alors que j'ai pas mon mécanisme de défense. Je porte pas mon travail. Là, je suis juste moi. Ça me perturbe beaucoup, mais à chaque fois, ce que je sais, puis c'est pas comme un truc, c'est pas un mantra que je me répète, c'est juste que je le sais à l'intérieur de moi. Moi, je travaille pas pour la haine. Pour moi, le féminisme n'est pas un lieu de haine. Puis je suis pas dans ce que je fais, ce que j'écris, ce que je dis, ce que j'essaie de comprendre, n'a jamais à voir avec le désir de haïr, même si on a toutes les raisons du monde. Hein? Je veux dire, vraiment, on a toutes les raisons du monde de verser dans la haine. Mais c'est pas mon truc. Après, par rapport à Élie, ben, ça se présente peut-être différemment un peu maintenant parce qu'elle a grandi. Mais c'est vrai que c'est une question que je me pose tout le temps parce que je ne veux pas la mettre, elle, en danger du tout. Elle est au courant de tout. Plus elle vieillit, plus elle a accès, puis plus elle lit et plus elle voit ce qui m'est dit à moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sa gang à elle. Elle a son armée. Elle a ses amis. Et eux, ils ont des idées et ils ont des outils. Et ils font des choses en parallèle qui sont en réaction ou en contradiction avec cette haine que moi je reçois. Donc, ce n'est pas nécessairement pour me défendre, mais c'est parce qu'eux prennent une place dans le monde. Et plus ils grandissent, plus ils la prennent, cette place-là, et plus ils essayent de fabriquer le monde dans lequel ils vivent. Donc, moi, je fais confiance à ça. Après, c'est sûr que je surveille, puis je fais attention. Hein. Puis quand il y a eu des menaces à mon endroit qui frôlaient les menaces de mort, par exemple, j'ai appelé les policiers, j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger les miens. C'est sûr que je ne veux pas que les gens soient mis en péril. Et que tu commences à être connu au poste de police de ton quartier, là. Non, pas tant que ça. Je n'irai pas jusque-là. mais en lien un peu avec ça, tu as écrit, et une phrase que je retiens toujours et qui me revient en tête comme une sorte de mantra, tu écris « Toi, tu n'as jamais, à l'endroit de ta fille, là, quand tu t'adresses à elle, toi, tu n'as jamais été à moi. Je te porterai toute ma vie du plus près au plus loin, mais toi, tu n'as pas à me porter. » Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est lourd de sens, là, ça. Là. Ben, je ne sais pas, peut-être que ça résume tout. Tu sais, c'est cette affaire de distance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que parent, on aime, je pense qu'on aime infiniment et on aime inconditionnellement. Puis ce n'est pas des mots qui sont galvaudés, ce sont des vrais mots qui disent les vraies choses. Il n'y a rien qui pourrait mettre fin à cet amour-là, même quand il y a des conflits. Hein, je pense que cet amour-là demeure. Mais l'enfant, lui, c'est comme si nous, je me dis c'est une image, mais c'est un cliché. L'enfant avance, puis je vois son dos pendant qu'il avance, mais moi, je suis derrière, puis je suis. Mais il reste que ce n'est pas sa responsabilité, elle, de me porter, moi, ni de porter ce que je suis, ce que je représente, ce en quoi je pense. Elle n'est pas moi. Et cette distance-là, c'est ça le cadeau de la maternité, en fait. C'est ça qu'on leur donne. On leur donne la possibilité de faire une vie sans nous. C'est terriblement effrayant et ingrat. Et c'est comme la plus grande perte, mais en même temps, c'est ça. C'est ça le sens de la vie. Fait que tout était là-dedans, en fait. Puis en même temps, tu écris « C'est toi qui m'auras appris comment te mettre au monde ». C'est quand même... Oui. C'est comme quand Élie dit « On a grandi ensemble ». C'est exactement ça. Oui. Je pense qu'on ne sait pas ce que c'est être... vivre avec un enfant tant qu'on le fait. Hein. Je veux dire,
faut le faire pour comprendre ce que ça peut signifier. Moi, elle m'a montré le chemin, c'est sûr. Elle m'a appris énormément de choses, complètement. Et des trucs que je n'aurais pas soupçonnés. Et des trucs, puis je le dis dans le monde des tatouages, Élie, c'est une fille d'image, c'est une artisane, c'est quelqu'un qui fabrique les choses, elle n'est pas cérébrale comme moi, puis moi, je ne suis pas du tout aussi habile qu'elle, mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et les gens, le point de départ du monde des tatouages, c'est quand même que les gens souvent me disaient, oui, mais bon, ta fille est féministe comme toi, tout est pareil, comme si on était pareil, comme si parce que c'est ma fille, ça allait être une copie conforme, puis en plus, comme si parce que je suis féministe, la maison, c'est une sorte de secte. On est comme dans une église féministe chez nous, puis je fais des sermons féministes, puis je lui apprends le féminisme, et jamais. Ce qui est l'ironie de tout ça, c'est que j'ai commencé très tard à lui parler de ces trucs-là, puis je l'ai fait quand elle me posait des questions ou quand peut-être ça pouvait l'intéresser. Mais sinon, c'est elle que j'écoutais, c'est pas moi qui était en mission de lui faire comprendre des choses. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça peut casser bien des préjugés. Tu écris ceci qui, moi, d'ailleurs, m'a aussi enligné parfois dans le monde des tatouages. Tu dis que tu n'es pas pour l'interdiction des jeux genrés, des poupées, des robes, des princesses. Alors, on pourrait penser que ça rentre pas chez toi, mais pas du tout. Alors, au contraire, tu es dans cette espèce de liberté de, regarde, le monde est tatouage. Tu la prends, la robe, le diadème, tu en fais ce que tu veux, il est à toi. Tu lui donnes juste les outils pour savoir quoi en faire, finalement. Absolument. Oui. Puis ça, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. À la fois quand j'ai fait les filles en série, puis après avec le monde des tatouages. Bon, c'est pour ça que j'ai répondu à la question, si on veut, dans ce livre-là. Mais non, il n'y avait pas d'interdiction. On a passé des heures et des étés complets à monter une maison de poupées, à aller chercher dans les brocantes, des miniatures pour construire la cuisine, le machin. On était dans une espèce de folie où tout ce qu'on voulait, c'était ça. Puis c'est sûr que du point de vue extérieur, on pourrait penser, mais voyons donc, c'est des jeux comme ultra genrés, stéréotypés, mais je m'en fous complètement. Ce qui était intéressant, c'était la créativité qui venait là-dedans. Et on a fabriqué des choses, on a découvert des choses, on a eu de l'imaginaire. C'est ça qui comptait. Après, j'ai tout fait. Je lui ai acheté des trucs de princesse, tous les trucs les plus clichés, mais moi, ça me faisait plaisir de le faire en plus. Parce que moi, j'ai été une petite fille comme ça. J'ai aimé ça, les princesses, puis les diadèmes, puis les royaumes, puis tout ça. Là. Donc, ça m'allait complètement. Tu vois. En fait, c'est peut-être exactement ça qu'il ne faut pas faire pour ne pas devenir comme nous. Ah, voilà! tu écris à un moment donné en citant Alice Walker, une écrivaine, une militante, qu'il était impossible d'avoir un autre enfant après Éléonore. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça implique aussi l'écrivaine que tu es, l'intellectuelle, la femme de mots qui a besoin d'une chambre à soi, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf. Il y a ça aussi. Puis un autre enfant implique un peu de séparer sa chambre ou de la mettre carrément de côté. Oui, complètement. Et je pense que ça, c'est vrai. C'est toujours vrai. Puis je voulais aussi être capable de... C'est presque un aveu de dire ça, mais de dire que moi, la décision, elle a été prise comme ça. Ça a été, si j'ai plus qu'un enfant, je pense que je ne pourrais plus écrire. Et je ne veux pas ça. Et j'avais cette espèce de phobie d'être comme paralysée, qu'il y aurait trop d'enfants, que je ne pourrais pas être libre. Et il y avait quelque chose que je devais absolument faire. Et là, vous allez m'excuser, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de sonner. Je reviens. Ça, c'est la maison. Je suis désolée. Mais non, il n'y a pas de problème. On va regarder Cigare pendant ce temps-là, nous faire un spectacle. Vois-tu Cigare? Oui, Cigare. Moi, je cherche Cigare. Je veux voir, il est où? C'est comme, je suis fascinée par cette pauvre bête qui a combattu des maladies. Mais en attendant, Martine... Vraiment désolée, c'est des conflits d'horaire. Je n'arrête pas de me faire déranger. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, on était rendu, Martine, à faire parler Cigare. Non. Ah, vous l'avez entendu, hein? Oui. Vous allez sûrement l'entendre encore. Non, mais on était rendu à cet extrait que j'aimerais que tu nous lises parce qu'on peut avoir accès à la plume du monde des tatouages. Alors, c'est un extrait à peu près un peu avant le tiers du livre.
Attendez, je vais récupérer le chien, comme ça il va se taire. Non. Ça s'intitule Le Monde. Oh là là. Réédition. Vraiment désolée. Alors, il y a un mot parfait pour décrire ce que je ressens pour toi. Ravissement. Roland Barthes le prend pour décrire la béance d'amour, cette faille impossible à colmater et d'où le sujet s'écoule, se constituant comme sujet dans cet écoulement même. Ton arrivée comme un coup de foudre, tant attendu, si intime et en même temps, image inconnue. Je peux te raconter 1001 fois, de 1001 façons, tu seras toujours le montage somptueux d'une ignorance. On aime tellement dire qu'il faut séparer les enfants de leur mère. On aime tellement penser l'amour maternel comme un danger et la mère comme un animal qui avale, dévore, s'accapare, s'approprie, tente sans cesse et par tous les moyens de reprendre à l'intérieur d'elle l'être qui grandit à ses côtés. On ne fait pas confiance aux mères. On les croit incapables de se séparer et surtout de leurs filles. Et pourtant, cet amour-là est une histoire d'espace, de distance. C'est l'affaire d'un écart, là même où l'amour se fonde, tout amour, et celui entre les mères et les filles aussi. On aime dire qu'il faut séparer les mères et les enfants, et on ne le dit pas des pères, qu'on continue de penser comme ceux qui ont pour rôle de séparer. Et même encore les pères d'aujourd'hui, qui sont peut-être de moins en moins différents, du moins je l'espère, des mères telles qu'on les imagine. On le dit malgré la démultiplication des configurations familiales. On parle de conciliation travail-famille, mais on continue à faire porter aux mères la folie amoureuse et on continue à en priver les pères. Pire encore, on continue à penser les familles à partir de cette image-là, binaire, hétérocentrée, du couple parental. Une image poussiéreuse et contraignante, accrochée à un monde qui n'existe plus. Dans cette famille-là, les relations mère-fille sont un duel, un conflit, une rivalité marquée d'envie. Dans cette famille-là, cinématographique et télévisuelle, les pères continuent à être des mentors et des guides intellectuels, spirituels, pendant que les mères restent chargées du corps. Je veux me réclamer aussi de cette place-là, la place de la pensée, avec tout ce qu'elle comprend d'approximation, pour installer une filiation entre deux individus qui ne sont pas des hommes, pour penser la transmission entre toi et moi, non seulement comme moi guide et toi guidé, mais comme ce qui advient quand celle qui guide se met à suivre et que celle qui suit se met à guider. Wow! Merci. Merci. Désolée pour le festival d'interruption. Non, mais ça prouve justement à quel point la maternité, c'est aussi avoir plusieurs tentacules. Tout à fait. Autant de Zoom, en plus, c'est ça, hein? C'est ce qu'on voit, c'est comment on gère plusieurs dossiers à la fois. En général, c'est invisible et là, tout d'un coup, Zoom permet de mettre tout ça en évidence. Qu'est-ce qu'on se souvient de nos mères, selon toi, le meilleur ou le pire? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se souvenir du pire, malheureusement? Je pense que c'est... Puis peut-être que c'est ce que j'essayais de dire dans cet extrait-là, on fait beaucoup porter l'odieux aux mères. Et merci Freud, quand même, hein, d'avoir bien réussi à bousiller la maternité de cette façon-là. Je pense que malheureusement, on continue à faire porter l'odieux aux mères, puis que nous, peut-être notre génération, on est en train de revoir cette place-là, de reconnaître qu'on n'est pas que ça, reconnaître qu'on fait aussi du bien et qu'on bricole notre maternité et qu'on essaye des affaires. Ce n'est pas une science infuse, puis des fois, on se trompe et ça va avec. Ça fait partie de la maternité, de la parentalité en général, et de se tromper. J'espère qu'on est plus indulgente aujourd'hui. Oui, je pense que oui. Et je pense qu'on est en voie d'obtenir aussi, je le souhaite, je me croise les doigts et je l'observe chez les nouvelles générations aussi, cette espèce de respect mutuel entre le père, la mère, la possibilité justement de faire éclater les noyaux familiaux, de réinventer les familles. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus et qui me rassure un peu dans l'espace, de voir dans la société que tout est possible aussi. Oui, je pense que si on enlève le carcan, si on enlève le carcan à la famille, si on peut réimaginer les familles,
que les parents soient démultipliés, par exemple, qu'il n'y a plus cette famille nucléaire à la base, bien, ces rôles-là se décristallisent. Et c'est ça qu'il faut. En fait, il faut qu'on puisse les réimaginer puis qu'on les ouvre, que ça respire un peu mieux, tout ça. Oui, il y a un poids, il y a l'odieux que les femmes n'auront plus à porter non plus. Et pour trouver justement parfois dans le grand chaos que peut devenir la maternité ou la transmission, ben, il y a des petits points d'ancrage ici comme des petits phares à travers des phrases. Écoutez, le nombre de phrases, mesdames et messieurs, que j'ai soulignées, que j'ai annoté, j'ai fait des cœurs, des paragraphes comme ça. Les pages sont gondolées parce que lu et relu dans mon bain. Comme toi, là, ici, tu cites Oriana Fallaci. Ici, il y a des choses, des citations, des références. Je vous le dis, c'est un livre qui a, ça fait 4 ans, là, il est jeune, mais c'est parce qu'il y a tellement eu d'années, comme je dis, il y a eu 3 siècles entre 2021. Et ce livre-là a bien vieilli dans toute cette vague de changements. Alors, il est là. Là, c'est le moment des questions, Martine. Alors, on va aller voir les gens. N'hésitez pas à les poser, vos questions. Je vais aller les prendre. Vous pouvez lever votre petite main jaune. Et je pense que dans Converser, vous pouvez aller poser des questions aussi. Je vais aller voir Denis se demander où était Cigare. Il doit être quelque part. Là, alors, j'attends vos questions. J'attends. Je veux voir ce qui va apparaître. Oui, Denis demande si qu'est-ce que je pense du proverbe ça prend un village pour élever un enfant. Mais oui, c'est drôle parce que je cite. C'est Toni Morrison que je cite dans Le Monde est à toi qui disait ça, puis elle le disait dans le contexte des grossesses adolescentes où les jeunes filles des communautés noires qui tombaient enceintes, ben, on avait tendance à dire mais non, il ne faut pas qu'elles aient d'enfants et tout. Puis elle disait mais non, il faut d'abord, si elles veulent un enfant, qu'elles aient l'enfant, et puis tout le monde va élever cet enfant-là, et puis il faut que cet enfant-là puisse s'imaginer astrophysicienne si elle veut. Il n'y a pas de finitude, c'est pas un drame, un enfant arrive et puis on l'élève collectivement. Et elle était beaucoup plus éloquente que moi en ce moment quand elle parlait de ce phénomène-là. Il y a aussi un peu dans la même veine, puis ça me rappelle aussi tous ces beaux passages là, où tu parles d'amour dans ce livre-là, puis tu nous en as parlé aussi ce soir, puis c'était fort agréable aussi d'insuffler de l'amour dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Puis tu cites Chimamanda Ngozi Adichie en disant, en fait, elle a écrit ceci, « Apprends-lui qu'aimer, ce n'est pas seulement donner, c'est aussi recevoir, recevoir dans tout le grand village. Ce point est important parce que nous transmettons des injonctions subtiles aux filles. Nous leur enseignons qu'une part importante de leur capacité à aimer réside dans leur faculté d'abnégation. Nous n'enseignons pas cela aux garçons. Apprends-lui que pour aimer, elle devra donner d'elle-même sur le plan émotionnel, mais qu'elle devra aussi attendre qu'on se donne à elle. » Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être que c'est ça aussi, même dans cette distance qui peut s'installer entre parents et enfants, peut-être que c'est là l'apprentissage aussi du don et du donner et du recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici qui apparaissent ou des petites mains jaunes? Des gens lèvent leurs mains, je regarde. Parce que moi, je ne vois pas apparaître tous les membres du public. Ah, j'ai une question ici de Paola Ouedraogo. Quels sont tes conseils pour la nouvelle génération de professeurs féministes qui sont, elles aussi, dans la transmission? C'est une grande question. Quels sont Moi, je ne sais pas, je pense que je reviens tout le temps à ce que j'ai déjà dit ce soir. Il faut être capable d'écouter. Et puis, bon, d'un point de vue féministe, je pense que là, on le sait, là, il faut être dans une lecture intersectionnelle des choses. Il faut qu'on soit dans une lecture démultipliée des choses. Une analyse très précise, mais très, très ouverte et très diversifiée d'une question, d'une situation, d'un objet. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut être à l'affût de ce qu'on a à apprendre. Il faut qu'on soit capable d'ouvrir notre propre esprit. Et moi, j'ai souvent dit à mes étudiantes, puis je ne dis pas que c'est la chose à faire, mais c'est une image, je leur disais, j'ai plus de questions à vous poser que de réponses à vous donner. Ce que je peux vous apprendre, c'est comment vous poser des questions, non pas vous donner
un savoir tout cuit, tout prêt, dont vous pourrez vous servir. Mais je peux vous aider à vous interroger sur le monde. Donc, il y a comme quelque chose d'une maïeutique là-dedans qui demeure, je pense, centrale, en tout cas, aux études féministes. Alors, c'est un bon point pour les futurs professeurs. On va enregistrer ça. Et puis, c'est pas juste pour les professeurs, je pense que ça sert même aux gens, justement, qui sont dans la transmission envers d'autres générations. Ici, là, je regarde, je fais le tour de... N'hésitez pas à poser des questions en levant votre main, parce que là, j'ai trouvé la manière pour vous voir tous. Je regarde, je fais le tour pour voir s'il y a des gens qui veulent intervenir. C'est le temps. OK. Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant. Martine, dis-moi, comment elle est, Élie? Comment elle est présentement? On en parle, tout ça, mais justement, comment elle est, cette jeune femme-là? Elle est, ben là, en ce moment, elle mange, mais elle est très vivante. Oui, c'est quelqu'un de très vivant. Tu veux-tu venir? Elle est en train de manger. Je peux vous dire, on a mis une vidéo ce matin. Oui, on a vu une vidéo. Bon, sur Facebook, je l'ai mis sur Instagram. Ça, c'est Élie. Quand Élie danse Scatman, ça, c'est Élie. C'est quelqu'un d'extrêmement imaginatif, de très, très drôle. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que, bon, on ne la connaît pas dans l'intimité, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup rire, qui est très vive, moins timide que quand elle était petite, mais extrêmement imaginative. Oui, voilà, c'est Élie. Enchantée, Élie. Très heureuse de te revoir. Tu as grandi. Tu étais toute petite, enfin plus petite que Ah non, attends, c'est parce qu'elle n'entend pas. Ah, d'accord. Voyons. Ah, est-ce qu'elle m'entend? Bonjour. Élie? Non, elle ne m'entend pas. C'est pas grave. Elle m'entend? Ah, allô, Élie? Je suis contente de te revoir. Je t'ai vu il y a quelques temps déjà, mais tu as grandi. Très heureuse de te revoir. Merci. Merci de nous faire rire avec les vidéos sur Instagram. Allez, là, je ne vais pas l'intimider. Je vais pas non, c'est bon. Je pense que ça va, sinon elle ne serait pas venue à l'écran. Elle savait que... Je ne vais pas la questionner trop parce que... Mais très heureuse de faire ta rencontre, Élie. Les gens demandent toujours, hein, je suis sûre que les gens demandent, « Et comment ta mère dans la vraie vie? Es-tu choquée? Es-tu fâchée? » Fais attention! Non. Ben non. Non, t'es pas du tout intimidante quand on te voit. Genre. Mais comme à la maison, t'es pas du tout genre. Non. Tu sais, t'es super. Je sais plutôt. Ça dérange. Est-ce que tu glisses des livres de féministes en dessous de ta porte de chambre le soir? Non. Jamais. Non, c'est moi qui ai plongé dans le bain. Oui, avec c'est ça. Ouais. Mais non, il faut dire aussi que bon, la question du bruit et tout ça, quand vous nous entendez, c'est qu'on vit dans un espace ouvert. Nous, on a une espèce de grand loft. C'était pas prévu, hein, avec la pandémie. Si on avait ça, on aurait pris un lieu avec des chambres fermées, mais il n'y en a pas de chambres fermées vraiment, sauf il y a une chambre. Ce qui fait que le bruit circule, donc on s'entend. On est tout le temps à proximité l'une de l'autre. Ce qui, pour certaines personnes, est un peu étonnant. Et pour nous, ça fonctionne. Mais ça fait que, voilà, on se dérange mutuellement. C'est quand même une chance, Martine, que vous ayez cette relation ensemble, cette proximité, que vous vous entendiez bien, parce que il y aurait pu y avoir une mésentente, il y aurait pu y avoir combien de mères puis de filles s'arrachent les cheveux. Je veux dire. Non, absolument. Puis c'est pas dit, on ne s'entend pas tout le temps. Là. Je veux dire, on a aussi des conflits comme n'importe quelle mère et fille. Mais c'est vrai qu'on a la chance de bien s'entendre. Ouais. Et la vie, notre vie est agréable. Et là, bon, c'est sûr que la COVID limite, évidemment, enfin, limite, carrément empêche, mais normalement, les amis d'Élie sont chez nous. Enfin, moi, j'accueille ses amis, puis ils dorment ici. Il y a des moments où on était un peu en communauté d'ados. Et moi, j'adore ça. Bon, des fois, je les trouve un peu bruyantes, mais sinon, j'aime être entourée de jeunes, j'aime parler avec eux et elles, j'aime leur faire à manger. Je suis vraiment ce genre de mère-là. En plus, je suis vraiment assez quétaine.
je fais les repas, je leur apporte le petit déjeuner au lit. Je fais des choses comme ça. Mais c'est des trucs qui me font plaisir, là. C'est pas du tout de Vous avez une ménagerie parce qu'il y a plusieurs animaux. Une ménagerie, oui. Voilà. Martine, il y a d'autres questions avant de terminer parce que les questions se sont accumulées. Ben oui, mon Dieu. Les gens se sont dégênés, il faut croire. Il y a une bonne question, puis c'est Sylvie qui se pose cette question-là. Comment puis-je élever 2 garçons adéquatement en 2021? Ça pourrait même être le sujet d'un prochain livre. Oui. Puis je suis bien mal placée pour... moi, je fais pas la leçon, là. J'aime pas du tout ça, mais peut-être que comme avec des filles d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on peut faire sinon parler, sinon leur parler et essayer de dénouer les nœuds, de déconstruire un peu les clichés, les stéréotypes. Je pense qu'il faut être vigilant avec les jeunes en général, peu importe leur genre, peu importe comment ils se présentent dans le monde, mais il ne faut pas les laisser aller. Je pense que j'ai écrit Le monde est à toi aussi parce que j'entendais beaucoup, et je le raconte dans le livre, bon, d'abord, les gens me disaient, elle a quel âge? Je disais, elle a 12, 13, 14 ans. Oh mon Dieu, l'adolescence, quelle horreur! Je dis, voyons, quelle horreur! C'est quoi cette affaire-là? Ils ne deviennent pas des monstres à l'adolescence. Là, ça ne marche pas, ça. J'entendais aussi beaucoup ben c'est bien, maintenant, tu as la paix. Comment ça, j'ai la paix? Comme si tout d'un coup, à 14, 15, 16 ans, ben là, ils sont ados, ils peuvent se faire à manger, fait qu'on les abandonne. Tu sais. Et moi, je pense que c'est un moment de la vie où si on les lâche, on fait une grave erreur. Donc, il faut être présent avec eux, il faut leur parler, il ne faut pas les suffoquer, là, mais il ne faut surtout pas disparaître de leur environnement parce que tout d'un coup, ils sont capables d'autonomie. Et ça, je l'ai beaucoup dit, à tort ou à raison, on peut être en désaccord avec moi, mais c'est vrai que, tu sais, quand d'une part, les parents me disent, oui, mais là, les garçons regardent de la porno tout le temps, puis je me dis, ben, est-ce qu'ils sont tout seuls dans leur sous-sol avec leur ordinateur, puis il n'y a personne qui jamais leur pose une question sur leur journée, on leur fait plus à manger parce qu'ils sont assez grands pour se débrouiller, puis après ça, on se demande pourquoi ils se retrouvent à passer des heures et des heures, soit en jeux vidéo ou en porno, peu importe, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus comme lâcher prise puis leur en vouloir de s'occuper puis de peut-être se tromper d'ailleurs, mais je pense qu'il ne faut pas les abandonner, quoi. C'est tout. Il y a Eva qui pose aussi une question intéressante et elle demande, puis je suis assez d'accord, je suis assez préoccupée par cette affaire-là, quels sont tes conseils pour les femmes qui ne trouvent pas leur place dans le monde du travail, largement dominées par des hommes, qui imposent des manières de travailler qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, car nous sommes désormais de plus en plus féministes. Et il n'y a pas autant de place pour, on le dit, encore aujourd'hui, 2021, il n'y a pas autant de place pour les femmes que pour les hommes. Les hommes ne sont pas sur les mêmes sièges éjectables que les femmes. Les hommes ne sont pas remplaçables de la même manière. Oui. Hey, je ne sais pas, là. Ça, c'est tellement énorme. C'est fou parce que dans la même journée, on peut me dire non, mais voyons, là, les choses ont changé. Là, c'est pas vrai, là, tout ça, le Boys Club, ça n'existe plus, il n'y en a plus. Bon, tout ça. Alors que, comme tu dis, ben non, on a toutes les preuves du contraire. On a toutes les preuves que c'est encore extrêmement difficile dans certains milieux, dans beaucoup de milieux, pour les femmes, qui plus est féministes, de trouver leur place. Et Martine, je ne sais pas si tu me suis dans ce sens-là, mais c'est parce que j'ai l'impression même que des fois, ça fragilise les liens entre les femmes, ça aussi. Quand on est en quête d'une place, il n'y a pas de place pour suffisamment de femmes. Ouais. Et parfois, ça amène une espèce de... Ben, ça carbure à la rivalité entre femmes, là, cette espèce d'éternel cliché, ouais. Je sais pas. Depuis des années et des années, ça, ce manque de solidarité-là, par moment, en tout cas, cette rivalité, cette compétition. Nélie Arcan parlait de la schtroumpfette, là. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Non, c'est le dernier chapitre de mon livre sur le Boys Club, c'est la schtroumpfette. C'est on grandit avec cette image-là, puis on nous réserve toujours une place pour une femme qui est censée être une sorte de quota qui répond à toutes les demandes, alors que c'est complètement faux. Et puis moi, j'en ai un peu marre à la fois de cette image, ce mythe de la rivalité entre femmes qui est un mythe, mais ce n'est pas un mythe, ça existe aussi dans la réalité, mais en même temps, si on élève les enfants depuis le début en leur disant elles vont forcément être dans la rivalité avec leur petite amie, ben c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on continue à reproduire ça. Je ne sais pas comment on fait, et je pense qu'on est en train de chercher comment faire. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de casser cet isolement des femmes les unes par rapport aux autres. Et il faut essayer de résister à ce qui nous pousse dans la jalousie, l'envie et donc la rivalité par rapport aux autres femmes.
Et troisièmement, je dirais, puis je l'ai beaucoup dit dans les dernières années, mais je continue à le dire, il faut essayer d'arrêter de chercher le regard des hommes. Il faut vraiment arrêter de penser qu'on va exister une fois pour toutes quand un homme va nous voir ou quand des hommes vont nous voir. Le regard des hommes n'est pas si important que ça. Moi, si on pouvait comprendre que c'est le regard de l'autre femme qui va être le plus grand soutien dans cette structure dans laquelle on vit, bon, en espérant qu'un jour ce ne soit plus ça, là, hein, mais en ce moment, ça reste ça, je pense qu'on aura déjà fait un grand bond par en avant. Et c'est un peu là-dessus que tu écris en ce moment, Martine, aussi, entre autres? Pas vraiment, non. En fait, oui, non. Mais tu sais, à partir du moment, je pense, où on conscientise, où on est conscient de ça, de cette seule et unique place qui est prise par la Schtroumpfette, de la rivalité intégrée depuis des siècles et des siècles, c'est comme si on héritait de ça à la naissance, là. Malheureusement, comment passer ça socialement? C'est étouffant, on en est victime. Plusieurs parmi nous le sont. Là, ben, complètement. Probablement que nous sommes toutes, dans une certaine mesure. Comment le casser? Je ne sais pas. Déjà, on est capable d'en parler, on est capable de réfléchir. C'est assez soulageant. Mais déjà, à partir du moment où on se rend compte de ça, mettons ma réaction. Mettons, j'ai une réaction que je ne veux pas... que je ne suis pas fière à l'endroit d'une autre femme. Un sentiment, une émotion, une jalousie, une rivalité, ça arrive, puis dans le monde des médias, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'élus. À partir du moment où on réalise ça, je pense qu'il y a vraiment un mur qui vient de tomber, un poids qu'on vient d'enlever sur les épaules de plusieurs d'entre nous. Il y a un allègement. C'est pour ça que je rêve de lire là-dessus en ce moment. Oui. Non, mais c'est ça. Je pense que du moment qu'on arrive à en parler, à le nommer, puis qu'on le nomme comme un truc collectif, pas comme le défaut d'une femme, mais comme une sorte de poison qui nous a été injecté là, et qu'on porte. Si on arrive à le nommer, qu'on arrive à le diagnostiquer aussi, à l'analyser dans les films, dans les romans qu'on lit, un peu partout autour de nous, on est déjà dans la bonne direction, je pense. Mais on ne défait pas des siècles d'habitude rapidement. Il faut se donner un peu il faut être patiente, là. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes. Ça, c'est l'autre affaire. On me dit tellement souvent, oui, mais bon, vous savez, le pire ennemi des femmes, c'est les femmes. Je suis comme, non, il faut sortir de ça. Il faut voir la couche en dessous. Il faut analyser plus profondément que ça. Oui, mais c'est intéressant d'en parler, je pense. Puis à partir du moment où justement on en parle, on met le doigt sur quelque chose d'assez fondamental dans ce qui se perpétue année après année là, sur tout ça. Ou ces hommes, Martine, qui nous disent vous êtes toujours en train de vous bitcher. Tu sais, tout ça, là, c'est paroles violentes, là. Oui, complètement. Oui. Bon, faut que j'arrête. Il y a d'autres questions peut-être en terminant, parce que là, c'est terminé déjà, mais je fais juste un dernier tour et s'il y a une dernière question, on la prend et hop. Pas de questions ici. Je vais aller voir dans les commentaires. En tout cas, il y a un petit message ici. Julie dit merci pour cette intimité, cette analyse. C'était d'une richesse inégalée. Très gentil. Merci, c'est gentil. Très gentil. Eva nous répond merci. Je suis consciente que c'est un vaste sujet par rapport à ces questions précédentes. En tout cas, pour des jeunes femmes de 20-25 ans qui arrivent sur le marché du travail, le choc est brutal. J'en doute pas, mais oui, c'est sûr. C'est extrêmement dur. On n'est pas sorti de l'auberge, mais peut-être qu'il faut continuer à le dire, ça. Et pas accepter qu'on nous dise qu'on a déjà tout gagné, puis que tout se passe bien, puis qu'on se taise. Ouais. Il y a une question de Chloé, je pense, qui dit ça se dirigeait à moi directement. Peut-être que je ne peux pas la nommer alors. C'est une question privée. D'un coup, j'ai eu un petit peu. Je pense que les gens doivent aller faire à manger pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents, je ne sais pas quoi, fait que faire manger les clébards, faire manger tout le monde. Et que je pense que je vais vous interrompre maintenant, peut-être vous remercier beaucoup de ce moment-là, puis à vous, auditeurs, ou je ne sais pas comment on dit, zoomers, merci d'avoir été nombreux à écouter ça, mais merci beaucoup, beaucoup Claudia, merci beaucoup Martine pour cette générosité, pour cette heure féministe et pour ce livre aussi, donc qu'on ressort aujourd'hui, les deux versions, Claudia l'ancienne et la nouvelle, enfin bon, c'est ça, tout le monde va monter. Mais c'était super de vous entendre. Puis merci pour cette douceur, Martine.
Merci pour cette douceur. Oh, ben merci, puis désolée des interruptions et tout, mais merci d'avoir été là et de porter ce livre avec nous. Merci à tous. Alors, on vous dit comment on fait. On se sépare Bonne comme soirée, ça maintenant. ouais. Bonne soirée. La prochaine fois, on sera peut-être en vraie personne, en Ah, plus, espérons. et tout Oui. ça va. Mais c'est chouette de voir les gens comme ça, de voir les images et tout ça. On s'en accommode quand même. Hein? Oui, je trouve aussi. Voir toutes ces têtes, ça fait plaisir. Ouais. Merci, Claudia. À bientôt. Merci à vous, merci à tous. Bye. Ciao. Salut Elie. Bye!